pistonné, on va plus se lâcher là désormais. Il y aura quasiment des émissions presque toutes les semaines, parce qu'il y aura quasiment des Grands Prix toutes les semaines. Et d'ailleurs, dans quelques jours, on a l'étape italienne qui nous attend du côté de Monza. Ça tombe bien, on a hâte d'y être, en tout cas pour généralement le Grand Prix le plus court de la saison. Ciao ragazzi. On n'y sera pas. Enfin, on y sera devant notre télé. On a failli, mais bref, c'est un peu la litanie de cette année 2023. L'Italie. Monsieur Hamza Armani, monsieur Brice Germain, toujours pour nous accompagner. D'ailleurs, je remarque qu'avec Hamza, on est un peu le yin et le yang aujourd'hui. Sur chemise noire pour moi, blanche pour lui. Et voilà, on a inversé un peu les couleurs. Bravo. Mais je préfère son t-shirt au mien. All the time, you have to leave the space. Je sais que Brice, il tient l'imitation, mais il n'ose pas. Ouais, là, parce ouais. qu'il y a les caméras, les projecteurs, il y a le bouton La rouge. pression. Ouais. Passe. D'ailleurs, attends, juste parce que vous connaissez les talents d'imitateur de Brice, je tiens à vous dire, et je vous invite, chers amoureux des pistonnés, à lui mettre la pression sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui envoyer un message tous les jours, car j'aimerais qu'on lance une chronique, tu sais, à la façon de Julien Cazard sur le foot, tu sais, avec les imitations et tout, etc. Et je pense vraiment que ça marcherait en plus. Mais moi, je suis persuadé que ça sera un carton ultime. Pour le moment, ça fait 2 ans, hein, il me dit non, c'est beaucoup plus difficile. Là, n'hésitez pas, un petit message tous les matins serait le bienvenu pour continuer à lui mettre la Ça s'appelle pression. du N'hésitez pas à harcèlement. dire aussi Ça s'appelle également du en commentaire. Je vais le dire Exactement. devant nos millions de téléspectateurs, dizaines de millions de personnes qui nous regardent. Pour l'OM, toi, non? C'est l'imitateur le plus talentueux que j'ai pu voir de ma vie. Ah, mais c'est incroyable. Dans mon entourage, hein. Ah bah Voilà, oui, je parle oui, pas oui, du tout à la bien sûr, télé, bien sûr, etc. bien ou les sûr. comédiens. J'aurais comme tendance tu- à le mettre même avant Laurent Gérard. Et comme Bon, tu c'est son fréquentes avis peu de perso. monde, c'est parfait. Ah, tu sais, Peut-être aussi. tu sais pas. Bref. Vraiment, vous me mettez mal à l'aise de ouf. Un message chacun, tous les jours. Voilà. Ça s'appelle Il du y a 100 harcèlement, 000 frère. abonnés. J'imagine t'as tes DM qui vont être remplis. Et si ça marche pas d'ici la fin de saison, on lâche son numéro de téléphone. Voilà, Comme ça, vous pourrez directement le contacter. Et ceux de ses parents aussi également. Les gars, petit mag aujourd'hui, 2 gros sujets, 2 sujets qui je sais vous tiennent à cœur. On va parler d'Alex Albon. Qu'est-ce qu'il doit faire, Alex Albon, qui est vraiment l'une des sensations de cette saison 2023 et qui commence à être assez, qui est passé même du statut, on va dire, de condamné à aimer et surtout à apprécier par de nombreux top teams. On parlera un petit peu de la situation d'Alex Albon et des choix qu'il devra prendre. On parlera aussi également de la situation de Williams. Et puis, on reviendra sur la news de l'été. Et je sais, c'est une période, les gars, qui vous fascine, qui vous passionne. Vous avez été biberonnés à la Formule 1 du début des années 2000 et à cette saison extraordinaire de 2008. Felipe Massa veut réviser cette saison 2008 et annuler le résultat du Grand Prix de Singapour des décennies plus tard. On aura l'occasion d'en reparler et j'aimerais avoir votre avis, bien évidemment, avec vous. On lance tout de suite le grand débat. On va parler d'un pilote dont ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est monsieur Alex Albon. Alex Albon, c'est peut-être votre coup de cœur 2023, le meilleur du reste du plateau. C'est la question justement qu'on va se poser dans ce premier axe. Vous le voyez, le meilleur des autres, 13 Grands Prix, 5 Q3, 9 Q2 quand même avec une modeste Williams qui partait de si loin en début de saison. Sa meilleure qualification, on se rappelle, c'est quand même la P4 là ce week-end du côté des Pays-Bas, ce qui nous inspirait forcément ce débat. Il a réalisé 4 top 10, inscrit 15 points. C'est 100% des points inscrits pour son écurie. Il est actuellement 13e du classement des pilotes. Ses meilleurs résultats, c'est une P7, 2 P8 aussi également. Et on notera qu'à lui tout seul, il a mis plus de points que Haas, que Alfa Romeo et que Alfa Tauri. Excusez du peu. Et puis, il y a le point de vue comptable. Et vous le savez, on est très attaché également au point de vue de l'impression dans les pistonnés. Lui qui semble être la pierre angulaire de ce nouveau projet sportif démarré du côté de chez Williams. L'impression aussi également qu'il réussit à faire surperformer cette voiture. C'est ce qu'on attendait de lui lorsqu'il a signé chez Williams en remplacement de George Russell la saison dernière. Lui qui, parfois, s'invite à la lutte avec Alpine, avec Ferrari, avec Aston Martin. Excusez du peu. Alex Albon, est-ce que vous l'attendiez, les gars, à pareille fête? Est-ce que c'est pas le vrai coup de cœur 2023? Très honnêtement, enfin moi c'est mon coup de cœur, mais j'ai toujours apprécié ce pilote à l'époque même où il était chez Red Bull. Par contre, moi ce que je trouve extrêmement impactant et marquant, c'est que l'on parle d'un pilote qui prenait, comme tu le disais, la succession de George Russell, qui a incarné le début du renouveau de Williams. On le rappelle, lorsque Russell débute chez Williams, ils n'ont même pas pu disputer les essais de pré-saison à Barcelone. Ils n'avaient pas de voiture prête. Enfin, c'était une écurie de F2 limite en termes de performance par rapport au reste de la concurrence. Lorsque Russell quitte Williams, c'est un homme qui signe des Q2 régulièrement, et qui marque les premiers points de Williams. Russell part, Alex Albon arrive. Alex Albon arrive tout en sachant... On sort de la cave un peu. Hein. Un an à la cave, comme tu dis. Red Bull, ça s'est pas très bien passé, en tout cas aux yeux de Red Bull.
Donc, tu as un pilote qui potentiellement est en manque de confiance, doit se retrouver. Je le disais à l'époque, c'est un pilote talentueux, donc moi, je suis heureux de le retrouver en F1 chez Williams, une écurie mythique, mais il y avait forcément cet inconnu, parce que quand tu perds Russell et que tu retrouves Albon, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Et alors certes, Williams au moment où Albon arrive, ce n'est pas Williams au moment où Russell arrive. Par contre, ce que je note, c'est que depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, Williams continue de progresser. Ce qui veut dire qu'ils ont changé de pilote, de référence. Et de Avec tout board le aussi, respect mais on que y j'ai reviendra tout à l'heure. Ouais. pour Latifi et aujourd'hui pour Sargent. Mais tu as un pilote qui aujourd'hui parvient à performer, parvient à amener la voiture régulièrement en Q3, ce qui à mes yeux est quand même une performance extraordinaire pour Williams quand on sait d'où ils viennent, il y a 4-5 ans. Est un pilote fiable, qui ne commet pas d'erreurs, qui commet très peu d'erreurs. Tu as un pilote qui marque des points. Tu as un pilote qui incarne aujourd'hui le renouveau de Williams, qui dégage une impression, ça c'est un pilote souriant. Et moi, surtout, ce qui me passionne le plus avec lui, moi en tant que personnalité extérieure, et donc je comprends pas tout, Bien sûr. forcément à l'aspect technique au niveau de la Formule 1. Lorsque Albon parle, j'apprends des choses. Ouais, tout c'est clair. Je suis d'accord. C'est dingue quand il parle, peu importe, médias anglais, espagnol, la F1 TV, médias français. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est toujours pour dire quelque chose d'utile. Et toi, tu apprends quelque chose. Alors imagine, lorsque il doit faire ses débriefs, lorsqu'il doit faire ses remontées de data à ses ingénieurs, ça a l'air d'être un pilote sur lequel tu peux construire. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez Williams et je suis vraiment impressionné, je suis ravi de le voir performer à ce niveau. C'est intéressant que tu dises ça, je te donne tout de suite la parole Brice pour corroborer justement tes propos. Regarde 2 déclarations, celle de James Walls déjà, le nouveau boss de chez Williams, ancien responsable de la stratégie du côté de chez Mercedes, qui disait il devrait viser des podiums et des victoires, il a le potentiel et mérite franchement d'être dans cette position, mais surtout il est heureux de faire ce chemin avec Williams alors que nous sommes sur la voie qui mène en même temps. Et je pense, je suis désolé, j'ai une vue qui baisse un petit peu, que c'est le parfait résumé de la situation. C'est un pilote de course qui arrive au sommet de sa carrière. Il devrait absolument se concentrer sur le fait de faire... merci beaucoup mon Polo. Le fait de faire de son mieux avec les capacités que Dieu lui a données. Tant qu'elles existent encore, il lui reste encore 10 ans dans ce sport. Et encore pour aller plus loin, pour corroborer encore plus loin avec ce que tu disais, sur le retour technique, regardez ce que dit Dave Robson. Dave Robson, c'est le responsable de la performance, directeur performance chez Williams. Il disait à nos confrères de chez Auto Hebdo, je pense que nous avons pu avoir au cours de la dernière année qu'il est vraiment devenu un véritable leader de l'équipe. Nous pouvons voir beaucoup de contrôle et de calme de sa part et vous pouvez sentir cela se répandre dans le garage et c'est vraiment important. Il sait ce qu'il veut et il sait comment l'obtenir. Dave Robson qui évoque même dans cet très bel article de Auto Hebdo qui parle de l'exemple notamment de ce qui s'était passé où il a surperformé au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone où il a épaté, on va dire, tout son garage. Qu'est-ce qu'elle évoque cette saison de Alex Albon? Est-ce que pour toi c'est la saison référence du pilote thaïlandais? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas prendre ces saisons Red Bull pour des saisons références parce que on se rend bien compte depuis des années que le deuxième baquet Red Bull n'est absolument pas une valeur étalon pour juger d'un pilote. Parce que la machine Verstappen, parce que le fait de ne pas orienter la voiture dessus, etc. etc. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une saison référence? Est-ce qu'on ne considérerait pas que la première moitié de saison aussi chez Toro Rosso avait déjà quand même amené beaucoup de promesses en 2019? Est-ce que l'année dernière n'est pas aussi déjà suffisant? C'est vrai. L'année dernière, je pense qu'on ne parle pas assez de l'année dernière parce qu'en face, c'est Latifi. Là, Sargent, bon, sans être non plus le cadre de l'année, puisqu'il finit 4e du championnat F2 l'année dernière et qu'il est là parce que concrètement, il a un passeport bon endroit, facilitant. au bon moment et le passeport. C'est fou de dire ça. Bah oui, c'est fou. Il a le passeport. Et qu'Oscar Piastri a attendu 1 an. Oui, c'est fou. Mais je pense que cette année, c'est juste la confirmation du fait que l'année dernière n'était pas un feu de paille et que c'était pas juste le fait de revenir sans pression quelque part. On l'a vu, Kevin Magnussen, quand il est revenu aux côtés de Mick Schumacher, il a impressionné tout le monde. Hülkenberg, cette année, réimpressionne de par ses performances, notamment en qualification. J'en ai plein des exemples comme ça de mecs qui reviennent. Alonso également, quand il est revenu, directement a fait cette impression-là. C'est chiant avec tes sourires là, parce que vous le voyez pas à la caméra, mais il se fout de ma gueule. Le contre-champ. Moi, le contre-champ, je l'ai. Bref, tout ça pour dire qu'il y a toujours un peu cet effet de grâce de revenir.
Et on a pu mettre ses performances l'an dernier là-dessus. Là, tu sens que c'est pas le cas quand même. Là, il est leader d'une écurie sur ce dont on parle souvent avec Alonso, par exemple, de la surperformance. Il amène l'écurie là où, visiblement, elle n'est pas censée être. Donc, ça, évidemment, c'est porteur d'une énorme valeur chez un pilote. Il mène l'écurie à lui tout seul. Comme c'est le cas d'Alonso chez Aston Martin, comme c'est le cas de Max Verstappen. Et au final, des pilotes qui mènent leur écurie à eux tout seuls et qui les emmènent plus haut que ce qu'elles doivent être, sur la grille, c'est ça qu'il n'y a pas. C'est ça qu'il y a très peu. Aujourd'hui, il y a qui ? Il y a cette saison, mettons. T'as Hamilton, t'as Verstappen, t'as Alonso. Russell met autant de points, mais il y a 99 à 140. Oui, bon, Hamilton mène, mais pas dans la surperformance là, à l'heure actuelle, je parle. T'as Alonso qui fait ça, t'as Verstappen qui fait ça, et t'as Albon qui fait ça, mais c'est pas le cas chez Alpine. Il y a pas de Noda n'a pas surperformé par rapport à Nick De Vries. Il était le meilleur, même pas. Piastri est régulièrement au niveau de Norris. Là, on a un pilote, Alex Albon, qui, je trouve, dans l'impression, est en train de nous montrer une chose, c'est j'ai rien à foutre là. En tout cas, que le rapport talent versus monoplace n'est pas respecté et est grandement en faveur du talent du pilote. Et que cette saison nous prouve une chose, c'est que Alex Albon mérite mieux que la Williams. Maintenant, est-ce que il faut construire avec cette écurie qui justement est en construction depuis des années grâce au travail de George Russell et également de la restructuration de ce qu'a fait Capito également avec la manière de développer la voiture, avec le nouveau fonds d'investissement, avec l'apport de James Wolfe, qui est quand même pas n'importe qui dans le monde de la Formule 1. Une écurie en reconstruction et un pilote comme Albon est une superbe valeur étalon pour aller plus haut. Mais est-ce que Williams est une bonne valeur étalon pour Alex Albon ? Ça, c'est différent. Et justement, vas-y, juste pour conclure, je reviens très rapidement sur un point que tu as évoqué. Tu parlais de surperformance. La norme pour un pilote, on a déjà eu ce débat. Pour moi, la norme, c'est pas de surperformer. Par contre, là où je vois la différence entre un très très bon pilote et un bon pilote, c'est que le minimum qu'il est capable de faire, c'est d'amener la voiture à la limite de sa performance possible. Ça, Albon, j'ai l'impression qu'il le fait toujours. Et puis derrière, par instant, surperformer. Parce que surperformer sur 25 courses par an, c'est pas possible. Humainement, ou presque. Ça dépend, il y a des exceptions, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est un demi-dieu, c'est ça ? Non, on va pas aller jusque-là. Mais plus sérieusement, c'est là où je trouve effectivement, après je te rejoins sur tout ce que tu as dit, les pilotes que tu as cités, mais le minimum qu'il fait, ça vaut quelque chose, ça représente quelque chose. Et le quelque chose, c'est qu'il est capable donc d'amener la voiture à la limite. Les mauvais jours d'Alex Albon ne sont pas pénalisants pour Williams. C'est ça que tu veux dire. Et les très bons jours sont extrêmement gratifiants pour Williams. Tiens, question bête, on va la faire cette émission chapeau, on va réussir à la caler dans la saison. Aujourd'hui, Alex Albon, c'est quoi ? C'est chapeau 2 ? C'est début de chapeau 2. Pour moi, c'est entre 1 et 2. Entre 1 et 2. Pour les raisons que tu as évoquées, pour les raisons que l'on évoque. C'est que pour moi, j'apporte toujours plus de valeur à quelqu'un, mais c'est comme lorsque Russell était chez Williams, on en parlait déjà à l'époque, on n'était pas forcément d'accord sur le plateau. Moi, je mets un point essentiel à apporter de la valeur à un pilote qui parvient à faire avec une écurie qui a une voiture extrêmement moyenne, médiocre, parfois, de performer comme il le fait. Aujourd'hui, on n'a pas l'opportunité de voir ce qu'il est capable de faire chez Red Bull. On a eu l'occasion de le voir, où il a loupé des podiums et des victoires parce qu'il y a eu des accrochages avec Hamilton. Il faut quand même le rappeler, parce que sinon, il y a une victoire. Il y a 2 podiums. Il y a peut-être 2 podiums. Il y a Brésil. 2 P2. Brésil et Autriche. Il gagne pas en Autriche, il fait P2, je crois. Il n'y a pas le premier qui est pénalisé. Enfin bref, on revient. Non, mais il doit faire podium en Autriche 2020. Oui, podium Autriche et Brésil. Et Brésil 2019. Et peut-être que le fait de faire ses premiers podiums, parce qu'il attend longtemps finalement avant de faire son premier podium, peut-être que ça change aussi toute la dynamique, etc. C'était un jeune pilote, c'est un pilote qui, on le rappelle, ne devait même pas arriver en F1. Complètement. Il arrive quand ? En 2019, chez Toro Rosso. Lorsqu'il arrive en 2019, il doit faire une saison de FE. Il a un contrat FE. Et il s'est fait virer de la structure Red Bull à ce moment-là. C'est parce que Red Bull, à la dernière minute, lui propose le volant Toro Rosso qu'il arrive en F1. Sinon, à l'époque, il fait de la FE, Alex Albon. Il vient parce qu'il faut que Red Bull remplace Ricciardo par Gasly et que du coup, il y a un baquet libre. Ils ne savent pas à qui le donner, du coup, ils le donnent à Alex Albon. Et là aussi, c'est
il faut forcément avoir de la réussite, sûr. être présent au bon endroit, au bon moment. Peut-être qu'un an plus tôt ou un an plus tard, il n'a pas le baquet. Il l'a eu, il a montré ses qualités, il a aussi montré ses limites en tant que jeune pilote rookie qui est propulsé dès sa première saison de rookie à la mi-saison chez Red Bull. Excusez-moi, aujourd'hui, je vois un pilote qui est capable. Alors, on verra le jour où il ira chez Ferrari, chez McLaren, et que ce sera peut-être chez Williams le jour où. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un pilote qui m'apporte énormément de garanties déjà. Ouais, mais alors, pourquoi aujourd'hui on le mettrait chapeau 2 plus que chapeau 1 ? Parce que, et c'est exactement la problématique Toro Rosso-Red Bull, je trouve ça plus facile de se démarquer sur Toro Rosso que sur Red Bull. Parce que ta concurrence sera plus faible, que forcément, quand tu vas faire un coup d'éclat, on va beaucoup plus facilement le voir que quand tu fais une course moyenne. Aujourd'hui, tu remarques plus facilement les courses moyennes de Sergio Pérez parce qu'il est à côté de Verstappen, et tu remarques beaucoup plus facilement les courses incroyables d'Albon parce qu'il est à côté de Logan Sargent et qu'il est derrière. Vous mettez les qualifications. Les qualifications, tu peux pas tricher sur les qualifs. Tu peux avoir un alors pilote ça, ou deux pilotes c'est un qui peu se ratent. fallacieux, ça. T'as un ou deux pilotes qui peut être... Mais sur les qualifs, tu peux pas tricher. Tu T'as peux la tricher. performance de la Ça veut dire voiture quoi, et tu peux t'as toi. tricher ? Ça veut dire que tu as la comparaison avec ton pilote. Excuse-moi, je vais même pas prendre, parce que ça sera un argument entre guillemets fallacieux. facile et bête, de comparer les qualifs avec Sargent. On est à 100% je crois, pour Albon. Est-ce que tu es capable de me citer le rapport de force sur 13 courses en qualification entre Pérez et Albon? Rapport de force, c'est-à-dire Le nombre de qui a fois fini devant devant. en qualif. Ah, j'ai pas regardé. 7-6 Pérez. Ah, putain, c'est ouf. Pardon. 7-6 Pérez. Ça, c'est grave. Ah oui, c'est. Ça veut dire quelque chose. Non, mais en fait, ça veut dire quelque chose, oui et non. Et t'es le premier à défendre Pérez, tu vas comprendre de quoi je veux te parler. Pérez, aujourd'hui, ne conduit pas la Red Bull avec le potentiel C'est vrai. auquel Max Verstappen l'a conduit, à savoir D'ailleurs, la voiture faite pour lui, la voiture réglée pour lui, etc. etc. Petite parenthèse, je suis désolé Brice, il a eu un entretien justement à une ancienne collègue, Bernie Collins, sur la Sky. Là justement, il en parlait très très bien. Pérez, tu veux dire ? Ouais. Donc Pérez, aujourd'hui, il prend une seconde par Max Verstappen, non pas en talent pur, mais en perte de confiance dans la monoplace parce que ça ne lui correspond pas, en choses qu'il n'arrive pas à comprendre dans la manière de piloter parce que c'est pas la sienne, enfin, c'est pas sa voiture en fait. Mais ça, c'est des explications, mais la stat, elle reste édifiante quand même. Hein. La stat est édifiante, certes, mais maintenant, avec la Williams, c'est pas elle faite pour Albon. Est-ce qu'un Albon qui conduit à 120%, c'est pas mieux qu'un Pérez qui conduit à 60%? Donc, ça veut dire quelque chose quand même, parce qu'on Mais parle de la voiture mais référence. pourquoi il conduit à On 60? parle pas d'Alpine, on parle de Red Bull. Les gars, il y a quand même dans l'impression, pour finir J'essaie là-dessus, de même modérer. si tu l'as très bien dit, on peut pas comparer le passage de George Russell parce que c'était pas la même époque pour Williams, parce que Russell n'avait pas non plus l'expérience qu'a aujourd'hui Alex Albon. Mais ils ont le même rôle aujourd'hui. Ils ont le même rôle, et moi je trouve quand même, c'est là où il est d'autant plus impressionnant Alex Albon, c'est que rappelez-vous, chez George Russell, il pouvait y avoir parfois quelques petites gaffes. Des sorties sous safety car quand tu joues les points qu'on justifiait, complètement, qu'on défendait même également sur ce plateau. Là, c'est vrai qu'Alex Albon, c'est très clean. Alors, c'est pas la même expérience. George Russell était un rookie à cette époque-là. La Williams n'était pas au même niveau non plus. C'est sa 5e saison, mais il a 27 ans. Oui, exactement. C'est pas un enfant, voilà. C'est pas la génération Norris qui arrive à 18 ans ou 19 ans en Formule 1. Albon, c'est sa 5e saison. J'ai vu, c'est le 4e ou 5e pilote le moins capé. C'est-à-dire il que a 72 Grands Prix, Piastri, Sargent, tu dois avoir De Vries Joe, il compte plus, Guan Yu Zhou et Tsunoda, non? Et Tsunoda, exactement. Et lui, du coup, arrive derrière. Ça veut dire que il est expérimenté de par sa maturité, son âge, mais sur la piste, il a encore des choses à apprendre. Et je trouve encore une fois que il a quand même un pilotage qui, quand tu le regardes, vaut plus que 72 Grands Prix. Je trouve, dans la gestion des choses et tout. Et même chez Red Bull, il était très gestionnaire déjà, Alex Albon. Il affiche une maturité que peu ont et qui est justement, à mon avis, une garantie pour des écuries qui voudraient en faire même pas forcément un pilote numéro 2. Et je prends le risque là-dessus de dire qu'il peut être pilote numéro 1 d'une grande écurie. On l'a pas encore vu. On va se poser la question, mais restons un peu centrés, excusez-moi les gars, sur Williams. Est-ce que c'est pas le projet un petit peu de la résurrection? Est-ce que vous avez envie de croire à ce projet sportif? Il y a eu l'arrivée de James Walls, on l'a dit, il y a en début de saison. Le board a complètement changé quand même par rapport à la saison dernière. Regardez plutôt avec ce tableau le récap des faits. On a de gros progrès. Robson, justement, Dave Robson, le directeur de la performance, disait James Walls a remis Williams au travail. C'est-à-dire que dans sa feuille de route, James Walls a dit on ne travaille pas assez chez Williams, il faut qu'on travaille plus pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
il y a quand même ce truc, et ça met encore plus en valeur, je trouve, la performance d'Alex Albon, le pari de la vitesse de pointe. C'est-à-dire qu'on a focus sur la vitesse de pointe. On sait que cette voiture manque cruellement d'appui, et on voit que Alex Albon, il arrive à faire performer cette voiture sur des circuits justement qui nécessitent de l'appui. On l'a encore vu ce week-end à Zandvoort. Il y a de nouveaux fonds plats quand même, qui semblent être un peu moins simplistes que le précédent qu'on avait découvert du côté de Monaco, qui aurait permis à cette voiture de faire un bond en avant. Et c'est déjà 4 fois plus de points inscrits en 13 courses que par rapport à la saison 2022 pour Williams. Maintenant, il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et le verre à moitié vide, c'est ce chantier qui semble être titanesque, à écouter justement James Walls, qui a donné beaucoup d'interviews là-dessus, qui dit qu'il va falloir injecter beaucoup d'argent pour moderniser les structures qui sont trop anciennes, en tout cas aujourd'hui, pour permettre à Williams de faire 30 ans de retard, c'est ça ? 30 ans de retard, c'est ce qu'il dit. Alors, il peut y avoir un petit peu de communication. On se rappelle, c'était Frédéric Ferret sur ce plateau qui avait dit « Ouais, mais bon, les gars, il est là justement pour essayer de convaincre les investisseurs de mettre beaucoup sur la table, donc peut-être qu'il en rajoute encore un petit peu. » Et surtout, l'idée aussi de recréer une culture d'équipe, parce qu'il y a le fonds d'investissement qui a repris, le board qui n'est pas resté très très longtemps avec Capito notamment, et aujourd'hui, une nouvelle équipe dirigeante, une nouvelle image, une nouvelle communication, un nouveau line-up. La résurrection, elle est vraiment en vue pour Williams. Qu'est-ce que vous voyez pour Williams ? Williams, ça a souvent été un projet dont on a beaucoup parlé dans les pistonnets depuis 4 ans. Soyons par rapport au point, il faut signifier quelque chose, que les points ne reflètent pas assez, je trouve. Entre l'année dernière et cette année, il y a Aston Martin et McLaren qui ont fait un bond de malade mental. Ouais, c'est vrai en plus. Et pourtant, ils mettent plus de points que l'année dernière. C'est-à-dire que tu as potentiellement aujourd'hui 2 Red Bull, 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 McLaren et 2 Aston qui, à l'heure actuelle sur la perf, bloquent le top 10. Et normalement, 2 Alpines aussi. Tu peux dire qu'Alfa Romeo et AlphaTauri, à l'inverse, ont mis plus de points par le passé. Mais tout ça pour dire que, normalement, l'année dernière, il n'y avait que les 6 premières places qui étaient verrouillées. Cette année, ça semble être les 10 premières, voire les 12 premières. La performance de Williams, elle est assez forte parce qu'elle arrive à se mettre non pas au niveau de la 4e ou 5e meilleure écurie du championnat sur une course, mais au niveau de la 2e ou 3e certaines fois. Ce que fait Albon en se positionnant en 2e ligne, c'est incroyable. Il est foncièrement meilleur à ce moment-là que les Ferrari, que les Alpines, que les Mercedes, que la Mercedes Hamilton, mais il est au niveau des McLaren, il joue avec ces mecs-là. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait ce plafond de verre, justement, et du coup, il allait performer par rapport au midfield. Là, le midfield, il a sauté. Tout le monde joue dans la grande cour, à part Red Bull. Mais tout le monde joue dans la grande cour. Et eux, ils vont y jouer aussi. Donc, la manière dont l'évolution a eu lieu, elle est exponentielle par rapport à ce que les points montrent. Première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a forcément, avec le retrait de la famille Williams, une sorte de perte d'identité. Et une sorte de perte de philosophie. Où on va ? Quel est le plan, en fait, pour Williams ? Tu fais de l'histoire en vrai. Oui, c'est-à-dire que Claire Williams, c'est la digne descendante de son père, mais après ça, Jost Capito, le board, les investisseurs, on connaît tout ça. Le fait de perdre une entité très forte pour au final arriver avec plusieurs têtes, quelque chose d'un petit peu vague, qui injecte de l'argent, mais qui au final, sur le board, on ne sait pas trop comment ça évolue. On n'a pas. On parle d'un fonds d'investissement. Oui, voilà. On ne parle pas de mécène. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a l'idée de faire de l'argent. On part d'une. Il faut qu'il y ait une ligne directrice. Et Jost Capito, qui était quand même un malin, mais qui n'était pas forcément une grosse tête de la Formule 1, a mis quelque chose en place. Et je pense que James Walls, en arrivant chez Williams, veut pérenniser ça par, 1, son influence, 2, son carnet d'adresse, parce que lui, il peut ramener du monde chez Williams. Et 3, son expertise. Une certaine poigne de la rigueur qu'il a connue chez Mercedes. Ramener certainement une des 4 plus grosses têtes de Mercedes domination, Mercedes violence dans la performance, c'est pour moi un des meilleurs moves qui s'est fait. Et en plus de ça, lui, il peut très sincèrement te ramener n'importe qui chez Williams. Donc, le développement est en bonne voie, effectivement. Après, est-ce que pour autant Williams va rejouer les top positions ? C'est trop tôt pour le dire. Disons que ils en ont, je pense, avec ce qu'on voit maintenant, la direction. Ils prennent cette direction-là. Mais combien d'écuries se sont heurtées à la P6, P7 ? C'est-à-dire que Williams, en fait, a fait le plus facile de revenir d'être une écurie limite F2 à aujourd'hui milieu de tableau. Mais on le voit avec Alpine, on le voit avec beaucoup d'autres. On le voit avec Ferrari, avec Force India et Racing Point pendant très longtemps. Le nombre d'équipes qui, 5e du championnat, 6e du championnat, veulent passer déjà 3e.
C'est une marge supplémentaire. Et pas que sur une saison. Pas que sur une saison. Les derniers dixièmes sont toujours les plus compliqués à aller chercher. On verra maintenant comment cela va se passer avec Williams, avec James Vowles. Mais ce que je trouve très intéressant, moi, c'est qu'il y a une ambiance, encore une fois de l'extérieur, il y a une ambiance de travail extrêmement saine qui se dégage. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait à l'époque avec Toro Rosso ou Alpha Tauri, quand on parlait, on faisait les débats Gasly. On se disait Red Bull, franchement, tu vois, ça tire de partout. Par contre, chez Toro Rosso, Alpha Tauri, c'est beaucoup plus familial. Chez Williams, tu as l'impression que c'est différent. C'est pas une ambiance famille, c'est plus une ambiance vraiment de travail, de discipline, de rigueur. Et je sais pas si ça a été introduit je pense déjà par Capito un petit peu avant. Mais rigolo, mais pas trop. Il y a quelque chose en plus qui me plaît avec James Vowles, c'est que je retrouve en tout cas chez ce personnage, il dégage une sorte de leadership, mais leadership de compétence, pas leadership de communication. Si vous suivez mon regard, je vois tout à fait de quoi tu parles. Voilà, on n'est pas là à faire des déclarations, à piquer, à venir faire des fausses promesses. Il est là, il développe tout simplement son projet, il le dit publiquement, mais il n'y a pas de déclaration tape à l'œil. Vraiment, je vois Mercedes, moi. C'est un peu sûr. Je vois Mercedes. Je trouve ça affolant de voir à quel point il est en train d'introduire cette culture, ce que l'on voyait chez Mercedes, comme tu le dis, peut-être un petit peu chez Williams. Mais tu sais, on a peut-être minoré son rôle chez Mercedes. On a toujours dit que c'était le directeur de la stratégie. Et en fait, quand lui, il en parle, il dit « Mais attendez, mon rôle chez Mercedes, il allait beaucoup plus loin que ça. C'est pas uniquement un rôle, bien évidemment, lorsque les voitures sont en piste et que le Grand Prix se déroule. Ça allait dans la stratégie même, on va dire, du groupe, etc. Et dans l'accompagnement qu'il avait. » C'est peut-être pour ça que Toto Wolff et que Mercedes a autorisé, autorisé à rejoindre Williams. C'est parce qu'ils avaient la certitude qu'il avait les compétences pour. Exactement. Juste un dernier point sur Williams, les gars. Est-ce que dans le projet sportif, il n'y a pas quelque chose d'essentiel qui a changé entre justement l'ère Capito et l'ère James Vowles? On l'a souvent loué d'ailleurs, cette stratégie qui était de dire, plutôt que de faire une voiture qui soit moyenne partout, on va faire une voiture qui peut performer sur 4 à 5 rendez-vous dans la saison. Moi, ce qui me paraît le plus étonnant dans cette saison 2023, c'est que j'ai l'impression que la Williams, elle peut performer sur différentes typologies. Ça a changé, et le fameux, ils sont très difficiles à doubler, voire indoublable sur les longues lignes droites, mais sur les virages, c'est catastrophique. Je trouve que on commence à atténuer un peu ce problème chez Williams, et je crois que c'est Gasly qui le disait. Il commence à trouver chez Williams une voiture qui commence aussi à être performante justement sur les virages plus ou moins rapides. Mais on est en train d'assister peut-être à une évolution, et c'est vrai que si elle garde cette faculté première d'être extrêmement rapide en ligne droite, et en plus de se montrer performant sur les secteurs sinueux, ça va commencer à donner un signal extrêmement positif. Moi, il y a une image qui est extrêmement révélatrice à mes yeux, c'est que sur la grille à Zandvoort, j'ai vu Adrian Newey derrière la Williams en train de prendre des notes et d'observer le train arrière de la Williams. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand Adrian Newey c'est pas anodin. est en train de prendre des notes, on se moquait de la Williams, c'était où? C'était à Monaco. Monaco, quand elle sort avec le fond plat qui est tout plat. On compare le fond plat Williams et le fond plat Red Bull. C'est un toboggan, le truc. Lorsqu'aujourd'hui, peut-être 5, 7, 9 Grands Prix plus tard, tu as la référence qui commence à regarder la Williams, c'est que peut-être ça travaille aussi dans le bon sens. Exactement. Les gars, on referme cette page Williams et on rentre dans le dernier axe. La vraie question, que doit faire désormais Alex Albon, qui est passé véritablement de statut de condamné à convoité? Regardez plutôt avec ce tableau. Alors déjà, on va faire l'état des lieux un peu de cette silly season qui a été, comme son nom l'indique, très ennuyante ou ennuyeuse, je sais plus, je fais toujours l'erreur, excusez-moi pour mon français approximatif. Quels sont les baquets disponibles pour 2024? Forcément, on pense tous au baquet de Sergio Pérez qui a été mis sous pression par les différentes déclarations ces dernières semaines du côté de chez Red Bull. On en attend plus sur la deuxième partie de saison. Il y a Hamilton qui n'a toujours pas re-signé, mais bon là, honnêtement, il y a, à moins d'un cataclysme, on a du mal à croire qu'il ne soit pas chez Mercedes l'année prochaine. Il y a Guan Yu Zhou qui est menacé chez Alfa Romeo. On en a parlé lundi, Felipe Drugovich pourrait tenir la corde avec ses capitaux brésiliens. Pourquoi pas Théo Pourchaire? À voir. As a prolongé ses 2 pilotes. Et en même temps, quand tu es chez Williams, pourquoi tu partirais chez As quand tu t'appelles Alex Albon? C'est quoi le bon timing aujourd'hui pour Alex Albon? Il aurait refusé, la rumeur dit qu'il aurait refusé Red Bull pour 2024. Ça, on n'a pas de confirmation, on ne commentera pas la rumeur. Il y a les rumeurs aussi bien sûr d'un intérêt de Ferrari en vue de 2025, en vue de remplacer Carlos Sainz à la fin de son contrat, à la fin 2024. Et puis, on le sait, c'est annoncé, il y aura forcément un jeu de chaises musicales avant la saison 2026 qui sera marqué par la révolution et l'introduction du nouveau moteur. Que doit faire les gars Alex Albon? Est-ce qu'il doit
rester chez Williams, continuer à performer, à progresser avec cette écurie. Est-ce que s'il y a une fenêtre qui s'ouvre dès cette année, dès l'hiver prochain du côté de chez Red Bull, il doit y aller avec la maturité qu'on lui connaît maintenant? Est-ce qu'il doit attendre Ferrari dans un rôle peut-être numéro 2 ou un bis aux côtés de Leclerc? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il peut se permettre d'attendre 2026? J'y crois pas, Red Bull. J'y crois pas. Alors, j'ai lu effectivement la même rumeur qui vient d'un journaliste mexicain, Jacbac Lopez, qui a sorti pas mal de saucisses. Moi, quand je le suis, tu vois ce qui sort et tu vois la réalité. Bon. Par contre, il n'aurait pas refusé un retour chez Red Bull, selon lui. Il aurait refusé un retour chez la famille Red Bull. Donc concrètement, si c'est véridique, encore une fois, j'en sais rien, c'est volant chez Alpha Tauri, pour ensuite éventuellement, à terme, bon, voilà. Si c'est vraiment une réelle information, je trouve qu'il a bien fait. Ça peut être par rapport à Ferrari, je serais extrêmement séduit, personnellement, parce que Ferrari, je trouve, en ressortirait extrêmement gagnante de perdre Sainz pour récupérer Albon. Albon est sous contrat jusqu'à fin 2025. Ça a été confirmé par Helmut Marko il y a 2 mois. Je trouve qu'Albon a... C'est lui qui confirme ça. Peut-être parce qu'il a... Peut-être qu'ils ont une option pour reprendre la main sur le contrat après 2025. Il y a eu rupture. Le management, je ne sais pas. En tout cas, lui, il l'a dit, il l'a confirmé. Je trouve qu'il a tout intérêt, encore une fois, c'est facile à parler quand on n'est pas à sa place, de rester chez Williams, suivre la progression Williams, jusqu'où peut aller cette équipe, parce que peut-être que 2026, Williams sera une écurie qui sera capable de signer des podiums. Ferrari, c'est séduisant sur le papier. Mais si tu as le bon moteur en 2026, tu as raison. D'ailleurs, en parlant de moteur... Rappelle-toi 2014, justement Williams, avec Bottas et Massa qui montaient sur le podium. Plus 2015, mais oui. En parlant de moteur, un point qui est important, là aussi, c'est plus une rumeur qu'une information, mais ça vaut ce que ça vaut, je la glisse, après chacun en fait ce qu'il veut. Williams et McLaren commenceraient à regarder du côté de Ford pour être motorisés à partir de 2026. Voilà, Ford qui équipera Red Bull et Alpha Tauri. Tout à fait. Du coup... Par rapport à cette situation des transferts, du marché, des pilotes. Par rapport à cette situation, moi j'essaye un petit peu d'étudier la manière dont Alex Albon vit cette saison. Et cette saison, Alex Albon est tout le temps surpris agréablement de la manière dont ça se passe. Il ne comprend pas son rythme. Il ne comprend pas pourquoi ça va aussi bien. Hier, il justifiait avec le vent, par le vent de face, les freinages. Le fait que du coup, en fait, il avait énormément d'appui au moment de se mettre dans les virages et que du coup, ça aidait sa Williams à performer en compensation de justement tout ce qu'il n'aurait pas aérodynamiquement parlant. Mais à chaque fois, il dit mais c'est incroyable d'avoir ce rythme, je comprends pas ce que je fais de plus ou quoi. Et tant qu'il est dans cette optique-là, je trouve qu'il faut pas bouger. Je trouve qu'il faut pas bouger parce que ça montre une chose, c'est que il n'a pas encore acquis quelque chose de supplémentaire vis-à-vis de son talent et de ses performances, qui est c'est normal que je sois là. Je sais comment mettre la voiture, je sais ce qui va pas. Je connais mon environnement, je connais ma monoplace et je sais pourquoi je vais être performant là ou pas. Je sais pourquoi je vais mettre la voiture ici à ce moment-là ou pas. Là, pour le moment, on est encore dans une phase un peu euphorique de la part d'Alex Albon. James Vols, lui, en rajoute une couche en disant publiquement ce week-end que Alex Albon mérite une monoplace pour jouer la victoire. Et je pense qu'il y a 2 manières de lire ces 2 éléments mis ensemble. Soit il dit Alex Albon mérite mieux que nous. Soit il dit Alex Albon doit devenir un grand pilote avec nous. Et je pense, au vu de ce que Williams met en place et au vu de la progression d'Alex Albon, qui certes n'est pas forcément jeune, mais qui a encore en fait, je pense, besoin de confiance pour devenir un grand champion. C'est niveau mental et ego, c'est pas encore Alonso, Verstappen ou Hamilton. Ça reste un mec très cool, très chill. C'est pas expérience, comme tu disais aussi. Exactement. Et puis sa seule grosse expérience en Formule 1, c'est de se faire détraquer par la machine Max Verstappen. Je pense que, comme dit Hamza, quand tu cumules un peu tout ça, rester chez Williams, c'est quand même le meilleur moyen de rester loin du champ de bataille, loin de la guerre, de construire pour au final devenir une nouvelle puissance. Si effectivement une grosse écurie arrive, il pourra étudier le cas et justement, au vu de la situation, c'est-à-dire pas se retrouver à côté de Max Verstappen, mais peut-être à côté de Charles Leclerc, avec qui il s'entend bien, et Charles Leclerc qui n'impose pas non plus un leadership énorme à son coéquipier. Ça peut changer aussi un jour. Oui. Eh ben, pourquoi pas à ce moment-là? Mais je pense que là, à l'heure actuelle, il est protégé du feu
qu'il a pris il y a 2 ans, 3 ans, et que là, qu'il profite, qu'il construise, qu'il montre sa valeur de technicien en plus de pilote, parce que ça, je pense que tout le monde l'a vu, qu'il montre sa valeur de mental, qu'on rentre dans le fait de parfaire la panoplie qu'est le package Alex Albon. Et à ce moment-là, au moment où il aura parfait ça, qu'il aura prouvé chez Williams 2, 3 saisons, 4 saisons, derrière, un Ferrari pourra se pointer et dire non mais ce mec-là, on le veut, et pas forcément en numéro 2. Exactement. Mais c'est intéressant qu'il ait cette image-là juste de bon pilote. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Et Franck Montagny avait une très bonne réaction, justement, je crois que c'était en essai libre sur Canal+ ce week-end, qui disait il y a aussi un gap lorsque vous êtes chez Williams, Alpha Tauri ou par exemple Haas, et lorsque vous vous retrouvez dans un constructeur du midfield ou un top team, avec l'histoire ou pas, le nombre de personnes avec lesquelles vous travaillez, les process qui sont complètement différents, l'aspect familial, t'en parlais très bien tout à l'heure. Il le connaît, mais aujourd'hui il s'épanouit dans un cadre beaucoup plus restreint, entre guillemets, familial, j'aime pas le mot, mais un si pilote tu veux, à l'affect, j'ai l'impression, Alex voilà, Albon. exactement. Et c'est vrai que tu l'as dit, peut-être qu'il faut parfaire cette construction avant de faire le grand saut et retourner dans un top team. Combien de pilotes on a vu justement performer dans des écuries plus réduites et derrière, pas forcément confirmé en sautant. Regarde Sergio Pérez. Nico Hülkenberg en est un exemple. Sergio Pérez, je pense que s'il arrive à supporter Red Bull, et encore, c'est limite, maintenant, ça n'aurait pas été le cas avant. Enfin, regarde mentalement comme il sort détruit de McLaren. McLaren, la saison 2013, elle est horrible pour lui. Alors que 2012, il montre chez Sauber. Rappelez-vous de ce Grand Prix de Malaisie en 2012 où il y a une lutte avec Fernando Alonso qui est incroyable pour la victoire. Et il fait une saison. Enfin, pour moi, je pense que c'est le futur crack générationnel à ce moment-là. Et derrière 2013, ça l'a ramené dans ce midfield. Et il est resté dans ce midfield. Il n'a pas eu d'offres. Je suis pas sûr qu'il les ait beaucoup cherchés non plus. Il a eu quelques offres, notamment Ferrari, non, il y a pré-contrat de Ferrari que tu signes avec 18 pilotes. Ils ont déçu, Ferrari. Mais du coup, c'est qu'à 30 et quelques, il est 89, Perez c'est 89. Donc c'est qu'à 34 ans, 33 ans, qu'il s'est pointé chez Red Bull dans une optique totalement différente. Alex Albon, c'est encore un jeune pilote. Kind of minnow. Il a l'âge de Gasly et de Ocon. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'il se mette dans cette optique d'aller re-être le numéro 2 d'un mec qui a prouvé. Parce qu'il va perdre cette espèce d'insouciance qui le mène à performer à rouler libre, en fait. Il roule libre, j'ai l'impression, Albon. Et c'est ça qui crée ses performances, à mon sens. Le seul regret que j'ai, en fait, c'est sa carrière. Que ça va. La trajectoire logique, entre guillemets, c'est tu débutes chez Williams. Oui, et puis tu finis chez Red Bull. Voilà. En fait, lui, il a connu l'inverse. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup... Après, je suis aussi attaché à ces histoires. J'ai envie de voir Williams, même s'il n'y a plus Williams, et j'ai envie de voir Williams revenir au sommet, parce que c'est une écurie mythique de la Formule 1. La 3e en termes de titres. Et Alexander Albon, chez Williams, il a la possibilité peut-être de connaître ce chemin-là et d'amener à le chemin est long. Oui, bien sûr, mais d'amener... Oui, mais pourquoi pas, après tout. Si il a encore 10 ans de Formule 1 3, 4 ans avant lui. Tu peux savoir, jusqu'à 2026, de toute façon, la hiérarchie, elle va pas trop changer devant. On va avoir un resserrement, comme on l'a connu lors du dernier changement d'air, effectivement. On va avoir un resserrement. Peut-être qu'à ce moment-là, Williams reviendra à hauteur d'Aston, de Ferrari, de Mercedes, de McLaren, on n'en sait rien. Mais partir avant le changement de réglementation sans savoir ce que ça peut donner en 2026, je ne vais pas dire que ce serait une erreur, mais on a connu d'autres pilotes qui ont fait ce choix et qui, du coup, se sont trompés de projet. Notamment lui. Oh, pour une fois que t'en parles en mal. Donc, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à gagner à partir précipitamment et rapidement. Mais par contre, comme tu le disais avec ta brillante démonstration tout à l'heure, il a une image de futur numéro 1 à puissance à construire chez Williams. Exactement. Juste pour répondre aux différentes rumeurs, parce qu'on a parlé de Ferrari, on a parlé de Red Bull, la déclaration de Fred Vasseur, très rapide, qui a infirmé le fait que, il y avait des contacts. Je ne sais pas d'où vient cette histoire. J'ai dirigé Albon dans le passé et nous sommes amis. Si un journaliste me demande si Alex fait actuellement du bon travail, je répondrai oui, mais ça ne veut pas dire que je suis intéressé. Quel pilote n'a pas été dirigé par Fred Vasseur à un moment donné ? C'est sûr. Parmi les plus grands contrats Ferrari, en fait. Complètement, c'est ça. Et puis Alex Albon qui a parlé aussi de l'intérêt de Red Bull, ou en tout cas d'un
un éventuel retour chez Red Bull, qui dit « Sincèrement, je me concentre sur cette équipe, en parlant de Williams, je suis ici pour le long terme et j'apprécie vraiment de travailler avec cette équipe, d'être là et j'ai le sentiment, merci mon Polo, d'avoir embarqué dans une aventure et je veux la poursuivre. On verra comment se dérouleront les années à venir, mais pour l'instant, je suis heureux là où je suis. » Christian m'envoie toujours des messages, ça c'est une info, me dit que je fais du bon boulot, ça c'est une autre info. Ce genre de choses, c'est chouette de garder de bonnes relations avec son ancienne équipe. Voilà pour le dossier Alex Albon. On suivra ça bien sûr dans les semaines qui viennent avec beaucoup d'intérêt. Vous nous donnez vos réponses bien sûr à ce débat. Qu'est-ce que vous voulez pour Alex Albon? Le voir partir tout de suite, le voir rester chez Williams, et où est-ce que vous voyez la progression de Williams? Jusqu'où peut justement monter cette écurie? Petit saut dans le passé, les gars, tout de suite. Je fais une transition très rapide parce que vous savez toujours qu'on manque de temps parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et surtout que je vais vous questionner sur l'une des périodes qu'on a préférées dans l'histoire de la Formule 1, dans notre vécu en tout cas de cette discipline. Petit flashback, on repart en 2008, les gars, Grand Prix de Singapour, le Crashgate. Vous étiez sans doute devant votre télé. Moi, perso, j'avais exulté avant de découvrir la supercherie et la tricherie. Pour ceux qui n'ont pas compris le Crashgate et qui n'ont pas vécu cette époque, on va vous résumer tout ça. C'est l'une des pires hontes de la F1 qui donc a été exhumée cet été grâce à une action en justice de notre ami Felipe Massa. Je savais que ça te faisait plaisir, bien sûr. Grand Prix de Singapour 2008. À ce moment-là, on est en deuxième partie de saison. On est dans une lutte au titre entre Massa et Hamilton. Nelson Piquet Jr. sort, je crois, au tour 13 de souvenir, dans un virage où personne d'habitude ne s'était sorti. En même temps, c'était la première édition de ce Grand Prix qui se disputait pour la première fois de nuit. Nelson Piquet Jr. qui évolue à l'époque chez Renault, qui est sur la sellette en vue de re-signer la saison d'après. Piquet se sort, ça provoque l'entrée de la safety car. Il se trouve que Fernando Alonso, qu'à l'époque, lorsque la safety car sortait, on ne pouvait pas passer par les stands. Il se trouve qu'un seul pilote avait peut-être une nez creuse ce jour-là, c'était Fernando Alonso qui s'était arrêté avant la safety car. Bref, la safety car rentre, tous les pilotes passent par les stands, Fernando Alonso repasse en tête et gagne ce Grand Prix. Et on a su un an après que Flavio Briatore, le boss de chez Renault, et Pat Simons, son adjoint, avaient demandé justement à Nelson Piquet de se cracher pour provoquer ces safety cars, d'anticiper l'arrêt de Fernando Alonso en vue d'aller chercher cette victoire. Résultat entériné puisqu'à l'époque la FIA avait décidé ou avait dit après enquête qu'Alonso n'était pas au courant de la supercherie, de la manigance pour reprendre les termes. Du coup, la victoire avait été gardée et pour Renault et pour Fernando Alonso. Par contre, Renault avait été sanctionné, avait quitté la Formule 1. Briatore et Simons avaient été bannis de la F1, mais on sait très bien qu'ils sont revenus par la petite porte après. Et pourquoi l'affaire ressurgit aujourd'hui? Parce qu'il y a un an, Bernie Ecclestone a dit « Mais en fait, cette histoire de Singapour, on était au courant. On le savait très bien. Nelson Piquet, papa, était venu nous en parler. On a tout fait pour étouffer cette affaire avant qu'il y ait les révélations un an après, lorsque Nelson Piquet Jr. s'est fait virer de chez Renault. Massa, qui avait abandonné pendant ce Grand Prix, on se rappelle, lorsque la safety car a été rentrée, Massa va au stand, cafouillage chez Ferrari, il repart avec le tuyau d'essence. Déjà. Hamilton avait terminé cette course 3e, Massa n'avait pas marqué de points, et à la fin, la suite on la connaît avec Brésil et le titre de champion du monde. Depuis, juste pour finir, c'est un peu long, je suis désolé, mais pour vous ayez toutes les infos, action en justice, on l'a appris cet été, de Felipe Massa, qui demande tout bonnement l'annulation du résultat du Grand Prix de Singapour. On en a parlé dans Pole Position, c'est Brice Germain qui a défendu cet avis, je propose de l'écouter et Hamza réagit juste après. J'ai un respect immense pour ce pilote parce que je trouve que la saison 2008 qu'il fait, même la 2006, elle est incroyable. Il y a plein de petits déboires à faire machin. Par contre, je ne comprends pas pourquoi revenir 15 ans après là-dessus. Déjà l'année dernière, il était revenu dessus. Tout ça part d'une déclaration d'Ecclestone qui dit qu'il était au courant avant que l'enquête sorte. Mais il n'était pas au courant avant que la course se fasse. Et qu'à l'époque, ça avait été, c'est important de le préciser, maquillé. Ça avait été caché. Oui. C'est-à-dire que les instances ont tout fait pour que ça ne sorte pas. Mais parce que Briatore et Ecclestone, c'est quand même, c'est quand même une belle amitié sur les yachts de Portofino. Mais tout ça pour dire que on en parlait avec Lucas hors antenne, à part récupérer du pognon parce qu'il s'est fait spolier, je vois pas comment Lewis Hamilton, dans l'autre sens, ne mérite pas ce titre. Bien sûr. Parce que lui aussi a subi ça dans cette course. Pas de la même manière, effectivement. Mais il faut bien rappeler à tout le monde que la victoire n'est pas enlevée à Massa à cause de ça. La victoire échappe à Massa au Grand Prix de Singapour 2008 parce qu'il part avec sa sucette d'essence, qu'il arrache absolument tout dans les stands. Effectivement, l'arrêt est provoqué par la safety car qu'engendre Nelson Piquet. Ça, c'est vrai. C'est véridique. Mais au-delà de ça, il est reparti avec la sucette. Donc,
qu'on annule la victoire de Fernando Alonso, qu'on exclue Renault du championnat du monde, qu'on mette une amende de 100 millions comme on a fait à McLaren en 2007. Ça, oui, mais je ne vois en aucun cas comment ça ramène le titre à Massa en 2008. Ça lui ramène mathématiquement. Hein Si jamais tu annules le résultat du Grand Prix, lui. Non, mais j'annule le résultat de Renault. Ok. En fait, ok, ça ne d'accord. concerne pas Massa. Oui, Massa a fait une erreur au stand. Il aurait très bien pu la gagner, cette course. Ou terminer 2e de cette course, il était champion du monde. 3e de cette course, il était champion du monde. Il a abandonné parce qu'il a lâché sa lollipop au stand. Point barre. Donc, allez chercher des revendications comme ça. À ce moment-là, refaites le championnat 2021. Hein. Parce que 2021, c'est beaucoup plus tendancieux que ce qui s'est passé là. Donc, j'adore le pilote, j'adore l'esprit qu'il a, j'adore le unbelievable à la radio chez Ferrari, j'adore le sang chaud qu'il a. Là, je le trouve bas, en fait. Il a besoin d'argent. Hein. Bah, c'est peut-être ça. C'est de l'argent, mais je suis pas Mais je dis pas qu'il a que ce besoin soit que de d'argent. l'oseille. hein. Ouais, Moi, je dis j'ai pas qu'il a besoin l'impression que d'argent, mais je veux dire. c'est la fracture du mec. Tu vois, Jérém me je dit, suis moi, pas je trouve que ça sûr. détruit son image. Non, mais ça détruit son image, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est une fracture dans sa vie et dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais champion du monde et pourtant, pendant quelques secondes, il a touché ce. Oui, d'ailleurs, il a jamais retrouvé le niveau et qu'il avait à complètement, cette époque-là. complètement. Bah non, mais c'est plutôt le ressort Mais après. c'est Hein. le ressort Parce que 2009, il poutre Raikkonen le jusqu'à la ressort, Hongrie. oui. Hein. La vie de Brice Germain, l'excellente démonstration de Brice Germain. Je pense, Hamza, que tu vas être plutôt d'accord avec ce qu'a dit Brice. Peut-être des choses à rajouter. Il a dit un truc que j'ai aimé. Tu peux dire ce que t'as dit? Je sais plus ce que j'ai dit. T'as dit j'achète. Ah bon? Oh, je suis pas sûr. Non, mais. Ce qui se dit hors antenne, de toute façon, reste hors antenne. Non, mais effectivement, je rejoins ce que dit Brice. Moi, honnêtement, cette affaire ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Merci d'avoir regardé la 15 vidéo. Bonne journée. Moi, je vis le sport. J'ai fait du sport mon métier à travers le journalisme et le commentaire pour l'émotion que ça engendre, que ça procure sur le moment, pour transmettre l'émotion aux gens. Mais ce qui se passe dans les instances, les tribunaux, ça ne m'intéresse pas. C'était une action d'il y a 15 ans. Il fallait se réveiller plus tôt parce que tu dis que Bernie en a parlé publiquement l'été dernier, enfin l'année dernière. Les gens dans le paddock F1 soupçonnaient quelque chose soir déjà même. au sortir de Le Singapour. soir même, ouais. Parce que chez différentes écuries, ils disaient que, je ne sais plus exactement qui en avait parlé, toutes les simulations effectuées, à l'époque, il faut rappeler qu'il y avait les ravitaillements. Tout à Donc fait. quand on s'arrêtait au stand, c'était pas seulement pour changer les pneus, mais aussi pour mettre de l'essence. On voit la sucette de. Toutes les simulations effectuées sur Singapour, aucune ne donnait un arrêt alors je sais pas à quel tour s'est arrêté Alonso. À ce moment-là. C'était au 12. Je crois que Au ça s'arrête au 12. 11 ou au 12 et il sort au 13. S'il s'arrête au 11, partons du principe qu'il s'arrête au 11, aucune simulation ne donnait arrêt au 11 pour ensuite gagner la course ou même performer et réaliser une belle remontée. Personne. En fait, ce qui Même se la passe sortie, excuse-moi, je te coupe, mais même la sortie de Nelson Piquet à cet endroit-là, tous les pilotes disaient c'est impossible de sortir. Donc déjà, à ce moment-là, il y avait beaucoup de soupçons. Pourquoi est-ce que Renault fait ça? C'est parce qu'Alonso avait la voiture pour gagner à Singapour, mais qu'il a un problème en qualification. Voilà. C'est vrai, Donc t'as raison. Renault a choisi de tricher pour cela. Et c'est pour ça qu'Alonso gagne. Sachant qu'il gagne juste après, je crois, à Suzuka. Mais ce qui se passe à Singapour, le monde de la F1, dans le microcosme F1, le soupçonnait déjà. Oui, et Donc il venir se se sort réveiller là 15 parce ans qu'on peut plus pas tard- avoir de grue facilement. C'est ça, venir se réveiller 15 ans plus tard parce qu'il y a eu une déclaration d'un homme éminemment important à l'époque de la Formule 1, je trouve effectivement que c'est facile. Moi, je ne sais pas si ça ternit l'image que j'avais de Massa, parce que moi, j'en garde l'image d'un pilote qui a presque été. Ah oui. Voilà, et ce qui se passe à Singapour, c'est comme le dit Brice, c'est une erreur du pilote ou une erreur de l'écurie. Mais c'est pas Fernando Alonso, c'est pas Nelson Piquet Jr., c'est pas Renault qui font redémarrer Felipe Massa au moment où il faut pas. Après, on peut se dire quand même que la victoire aurait dû être annulée, peut-être. Au-delà du Peut-être, reste. Oui, Pourquoi mais pas, la le décision résultat, a été prise. le résultat de Renault, comme La décision a été McLaren, prise. a été annulé. La décision a été prise il y a 15 ans. Complètement. Felipe Massa, il rate le championnat du monde, peut-être pour ça. Peut-être aussi qu'il rate le championnat du monde en 2008 parce qu'en Hongrie, le moteur casse à 2 tours de la fin. Parce qu'en Malaisie, il sort tout seul. Voilà, Il se sort c'est tout la seul en vie- Malaisie. C'est la vie d'une histoire d'un pilote comme Hamilton manque Oui. le titre en 2016 parce qu'il y a cet abandon en Malaisie alors qu'il pilote à 50% de ses Et capacités. en 2007, il fait 2016. n'importe quoi en Chine avec Voilà, McLaren. c'est Enfin, l'histoire du sport Oui. automobile, c'est l'histoire de la F1. Là, c'est un résultat qui se joue sur un fait malhonnête, illégal, qui a été jugé et dont dont Renault, simplement, a été condamné. Et il fallait se réveiller à ce moment-là. Lorsque Renault est condamné, à ce moment-là, tu viens, hop, pourquoi pas. Je vais juste préciser pourquoi je parle de bassesse pour Felipe Massa. À mon sens, cette histoire, il l'oublie assez vite. Parce que, en soi, encore une fois,
il sait que c'est lui qui a fait la faute au stand. Enfin, c'est le système informatique de Ferrari de mettre des feux pour gagner du temps et au final qui merdait une fois sur 3. C'est une erreur sportive. Oui, c'est une erreur sportive. Mais du coup, comme il a fait des erreurs sportives durant la saison 2008, autre. Par contre, si il n'y avait pas eu en Hongrie en qualification en 2009 ce ressort qui le met dans le coma pendant quelques jours, Exactement. puis derrière lui fait rater le reste de la saison 2009. Alors qu'il domine largement. il son a le coéquipier double de l'époque. points, je crois qu'il y a un 25-12 ou un truc comme ça sur Raikkonen. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la même dynamique, même si la Ferrari n'est plus aussi performante. Qui revient en 2010 avec un coéquipier qui est Fernando Alonso, qui lui ne s'est pas arrêté de piloter, qui lui n'a pas vécu un choc aussi grand dans Qui est un monstre dans sa vie. politique. Et qu'un an après, jour pour jour, après le ressort de la Hongrie, on lui dit... Allemagne, Oui, 2010, laisse passer ton. Fernando. Fernando. hop, Felipe, tu es numéro 2. C'est Alonso qui est numéro 1. Alors qu'il était en train, au moment où Kimi était là, de prendre cette place de numéro 1 chez Ferrari. La carrière de Massa, elle est bouffée pas par Singapour, mais Hongrie. par le Brésil et la Hongrie. Le Brésil 2008 et la Hongrie 2009. Deux fractures. C'est deux fractures mentales. Et derrière ça, il n'y a plus de Massa. Il n'y a plus de Massa au haut Mais niveau. peut-être qu'il n'est pas l'étoffe du héros. Je suis désolé, Loda, par exemple, on va prendre un grandissime de l'histoire, mais Loda, lorsqu'il finit la saison 2016, Enzo Ferrari en fait un numéro 2. Ça n'empêche pas d'être champion du monde et claquer la porte de Ferrari à Oui. deux courses de la fin. Mais C'est comme ça, oui, mais c'est la vie enfin, d'un pilote. enfin, après, un titre est un titre. Et Ouais, si- complètement. et s'il l'avait pris, on l'aurait reconnu. Tu Bien vois. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que si Alonso n'était pas venu en 2010 et que lui avait joué le titre en 2010, qu'il avait été titré en 2010, mettons, on refait l'histoire, jamais il aurait ressorti cette histoire, à mon sens. C'est pour ça que pour moi c'est bas. Il est là le regret de la carrière de Massa. Mais bien sûr, C'est de ne pas c'est pas savoir Singapour. ce que ça aurait pu donner sans ce terrible accident en Hongrie, parce qu'effectivement, 2010, 2011, encore une fois, le Fernando is faster than you. Au-delà de l'aspect politique chez Ferrari, il y a l'aspect symbolique qui arrive un an jour pour jour après le drame, du coup, le gros Oui, crash, le enfin, Le drame terrible évité de accident. justesse. Oui, en Hongrie. Un an jour pour jour, on lui retire cette victoire. Massa était en tête à ce moment-là. On lui retire cette victoire. Qu'est-ce que ça aurait pu donner si Massa avait gagné? Du coup, la dernière victoire en carrière de Massa, c'est 2008. Oui, c'est Brésil 2008. c'est Oui, Brésil 2008. sachant qu'ils jouent avec Alonso le début de saison, ils font 1 et 2 à Bahreïn, qu'il est pas loin d'Alonso On va à pas- Bahreïn. Je veux dire, On va pas refaire l'histoire non plus. Malheureusement, on l'a dit et on lui la veut connaît. refaire l'histoire, donc on Alors commence. justement, juste pour terminer, parce que dans l'émission Pole Position, on a parlé d'une histoire d'argent. Il a essayé d'exprimer Felipe Massa ce week-end justement sur cette question. Il dit il ne faut pas y voir une question d'argent. Je suis très optimiste sur le fait qu'à travers cette action d'obtenir avant tout la justice pour le sport. Ça, il le répète plusieurs fois. Et il dit voilà, je ne le fais pas cela pour l'argent, mais pour la justice du sport. Donc tout ce que les gens essaient d'écrire à propos de l'argent est complètement faux. Les compensations existent bel et bien. Par exemple, je dépense actuellement beaucoup d'argent dans cette affaire. Par contre, là où il accuse, et c'est là où ça va loin quand même pour Felipe Massa, c'est dans la déclaration suivante où il dit à propos de Fernando Alonso, évidemment Fernando a toujours insinué que ce n'était pas de sa faute, mais il a toujours évité le sujet. Je suis sûr qu'il était au courant, sinon il aurait accepté d'en parler avec moi ou publiquement. Nous savons qu'il savait peut-être tout. Voilà. Écoutez, voilà, on a refermé en Tu tout sais cas. ou tu sais peut-être. Ouais, non mais bon, tu sais, c'est toujours Non, un mais peu peut-être- alambiqué. Peut-être, non, mais moi je peux comprendre la frustration de Felipe Massa. Maintenant, soyons fous. C'est quoi Hypothèse, mais improbable. Le titre est retiré à Hamilton, il est donné à Massa. Ça change quoi? C'est 15 ans trop tard. Ah, oui, il n'y a aucune C'est émotion. 15 ans trop tard. Ah oui, bien sûr. L'émotion à l'époque, c'est va-t-il devenir le premier champion du monde brésilien depuis Ayrton Senna? Tout à fait. C'est ça. À Sao Et Paulo, on était chez tous lui. autour de cette histoire, en plus chez Ferrari. Donc, si 15 ans plus tard, tu deviens le premier champion du monde après Ayrton Senna, tribunal, bon, Et bah, puis très ça sincèrement, passe par la si ça fin. arrive, je suis Lewis Hamilton, je porte plainte contre la FIA pour 2021. Très clairement. Mais ça Parce que- n'arrivera et pas. puis à ce Ça moment-là, n'arrivera pas. je suis plein de champions du monde en frustration qui se disent non mais attends, moi ce Grand Prix là, il s'est passé ça. Oui. et, Non, on mais va Massa- réouvrir des enquêtes pour des limites de piste, tu vois. Massa restera dans l'histoire de la Formule 1 Bien sûr. comme étant l'un des deux protagonistes du plus beau finish de l'histoire clairement. d'un championnat du monde de F1. Clairement. Point barre, c'est déjà très très bien. Et il restera
dans la postérité pour ça. Exactement. Voilà les amis, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette émission. Vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux gros sujets, Alex Albon, Felipe Massa. Rien ne les réunit dans la vie, mais nous on a réussi à le faire en tout cas l'espace de 50 minutes passées avec vous. Bon Grand Prix d'Italie les amis, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude le lundi, le mercredi. Merci Hamza, merci Brice. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Et on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce en l'air pour Complètement donner de la possédé. force. Abonnez-vous et parlez-en à vos amis aussi. First Team Sport, on donne de la force, on est de retour, c'est la rentrée. Ciao.